Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une baleine mystérieuse qui accumule du Bitcoin. On va aussi parler du Dogecoin et d'un potentiel passage en Proof of Stake. Je vais vous parler de Binance, des problèmes à venir encore à cause de la Russie et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, je fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. Le cours des cryptos aujourd'hui, il est en baisse. On a un Bitcoin à 26 800 $, moins 1%, Ether 1629 $, moins 2,6%. Donc vraiment une baisse assez importante pour certaines crypto-monnaies telles que Solana, moins 5,5%, Cardano, moins 3%. Alors déjà, je vous avais dit qu'il allait y avoir une news à surveiller cette semaine, c'était la décision de justice dans l'affaire Grayscale contre la SEC pour pouvoir convertir le fonds d'investissement de Grayscale en Bitcoin, en ETF, spot Bitcoin. On attend la décision de justice, et la justice va sans doute forcer la SEC à revoir sa copie, on va dire. La décision devait arriver soit mardi, soit vendredi, et sinon ça sera mardi ou vendredi des semaines suivantes. En tout cas, elle est très attendue par les spécialistes des ETF, donc ce n'est pas tombé aujourd'hui. On attend maintenant vendredi prochain pour voir si ça va arriver. En tout cas, faudra surveiller, ça pourrait faire bouger le prix du Bitcoin vraiment si c'est positif. On va parler maintenant d'une baleine d'ailleurs, du Bitcoin. Il y a une entité, on ne sait pas qui est derrière ce wallet, en fait, un wallet qui est en train d'accumuler du Bitcoin et en 3 mois, il a obtenu 3 milliards de dollars de Bitcoin, il a commencé à accumuler en mai, autour du 15-16 mai. Et depuis, ça continue et c'est des niveaux vraiment très élevés. On ne connaît pas cette baleine. Il y a des rumeurs, mais vraiment infondées pour l'instant, qui disent que potentiellement c'est BlackRock ou autre. C'est possible, mais on n'a pas de preuves tangibles sur le sujet. En tout cas, c'est arrivé un mois avant que BlackRock annonce qu'ils voulaient lancer leur ETF Spot Bitcoin. Honnêtement, on ne sait pas. On n'a pas, je vous tiendrai au courant si les spécialistes du forensic blockchain commencent à avoir l'information. Est-ce que c'est juste le wallet d'un exchange? Est-ce que c'est, je sais pas, une autre société qui est en train d'accumuler et on l'apprendra bien plus tard qui est derrière ce wallet? Pour l'instant, on ne sait pas, mais on surveille. C'est quand même très rare d'avoir ce type de choses. On va parler maintenant du Dogecoin. Du Dogecoin qui est du coup le même coin que l'on connaît bien, qui est en Proof of Work actuellement. Le code, c'est un code similaire au code du Bitcoin. Avec la différence du Bitcoin, en fait, on a une inflation continue du Dogecoin. On n'a pas de limite à 21 millions où la quantité de Dogecoin associée, c'est plus. Je crois qu'il y a une quantité fixe qui est émise annuellement. Donc petit à petit, cette quantité représente une part moins importante, mais disons qu'il n'y a pas de limite. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, il est autour du minage. Le Dogecoin continue d'utiliser du Proof of Work et ça consomme beaucoup d'énergie, on va dire, et d'un point de vue écologique, il y a certaines personnes qui font du lobbying pour passer la plupart des crypto-monnaies en Proof of Stake. Le Dogecoin, ils ont dans leur roadmap depuis un certain temps et c'est en discussion au sein de la communauté depuis un certain temps de passer en Proof of Stake. Il y a encore eu des sondages dernièrement dans la communauté qui ont refait parler d'eux sur le fait de passer le Dogecoin en Proof of Stake ou non. Et il y a vraiment deux écoles. L'école de il faut passer en Proof of Stake, ça consomme trop, etc. Le Proof of Work. Et une autre école qui a un argument vraiment très intéressant autour de la complexité du code en fait. Passer en Proof of Work, c'est clair que ça va complexifier grandement le code du Dogecoin. On l'a vu clairement, de merge sur Ethereum, ça s'est bien passé, mais le code est clairement beaucoup plus complexe qu'avant. Il y a maintenant les deux chaînes, les deux modes, l'aspect Proof of Stake, l'aspect Proof of Work, les deux sont toujours en parallèle, même s'il n'y a plus vraiment de puissance de calcul Proof of Work, mais l'execution chain existe encore. Il y a, on va dire, quasiment 2 blockchains en parallèle sur le réseau Ethereum. C'est quelque chose qui a marché, mais clairement, si Ethereum, dès le départ, il était passé en Proof of Stake, ça aurait pu produire un code plus simple. Il vaut mieux avoir des codes simples pour éviter d'avoir des bugs qui sont introduits. Plus le code est compliqué, plus il y a des risques d'erreurs qui peuvent arriver. Le code est plus dur à appréhender et il vaut mieux faire ça plus simplement. Donc bon, on n'est pas encore fixé sur ce qui va se passer. La fondation Dogecoin avait bien prévu le passage en Proof of Stake, mais la fondation Dogecoin ne décide pas de tout. Il faut vraiment qu'il y ait un consensus global entre les mineurs, même les mineurs qui doivent décider au final de se tirer une balle dans le pied. Ça s'est fait sur Ethereum sans problème, mais faut vraiment qu'il y ait ce consensus et pour l'instant, il ne semble pas y avoir de consensus sur le Dogecoin. Donc il faut surveiller ce qui va se passer autour de ça.
Ensuite, je voulais vous parler de Thorchain. Ils ont officiellement lancé leur protocole de lending. Donc Thorchain, cette sorte de... J'en ai parlé dernièrement, c'est un exchange décentralisé, réellement décentralisé à travers plusieurs blockchains différentes. Ça ressemble à un bridge, mais c'est plus un exchange entre blockchains. Et là, ils ont lancé, vous pouvez déposer du Bitcoin ou de l'Ether et emprunter n'importe quelle crypto supportée par Thorchain. Il y en a énormément. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Moi, je vous l'ai déjà dit, ce que ce projet fait. Et c'est toujours intéressant, mais soyez vigilants, il y a eu pas mal de piratage sur Thorchain. Le lending, c'est un nouveau produit, donc potentiellement aussi risqué. Donc vraiment, faire attention. Ensuite, FriendTech, une news autour de FriendTech. Je vous ai parlé aussi de ce sorte de réseau social décentralisé. Qui, en fait, chaque influenceur ou chaque créateur de contenu ou chaque compte Twitter peut tokeniser, on va dire, des parts dans son compte, si on peut appeler ça comme ça. Jusqu'à maintenant, les parts dans ces comptes, ça s'appelait des shares, donc des actions, des parts. Et là, ils viennent de dire, non, écoutez, on va renommer tout ça, ça va plus s'appeler shares maintenant, ça va s'appeler keys, donc des clés. Il passe d'action à clé. Pourquoi? On s'en doute, d'un point de vue juridique, il y a la SEC qui doit être en train de surveiller ce qu'est en train de faire FriendTech ou d'autres solutions, et ils veulent vraiment passer sous les radars de la SEC, c'est mon avis, et renommer du coup shares en keys. Mais bon, ça ne change pas grand chose au fonctionnement, et la SEC, s'ils veulent attaquer FriendTech, ils les attaqueront même s'il y a shares ou il y a keys. Ensuite, il y a eu une nouveauté sur Solana que j'ai trouvé très intéressante, un nouveau produit, Elusive. Ils viennent de lancer des private token swaps. Ça veut dire quoi? En fait, vous allez pouvoir faire des swaps sur Solana de manière privée sans exposer votre clé publique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai rarement vu des solutions qui permettaient de faire ça. Ça utilise les technologies Zero Knowledge. Je vous ai dit, on va de plus en plus utiliser ce type de technologie prochainement. Et c'est intéressant parce que vous allez pouvoir swapper des tokens de Solana contre d'autres tokens de Solana de manière complètement anonyme. Hâte de voir vraiment si ça va bien marcher, et j'aimerais bien que ce type de choses soit plus étendu. Ce serait bien qu'on ait en fait de la confidentialité par défaut sur la blockchain, et la technologie Zero Knowledge peut permettre de faire ça. Pour l'instant, c'est que sur Solana, mais j'espère que c'est possible de le faire sur d'autres blockchains. Ethereum ou d'autres blockchains. Après, le code de Solana n'est pas forcément réutilisable partout, mais ça peut être adapté d'un point de vue, sur un autre langage. C'est quelque chose qui se fait très bien. Ensuite, nous allons parler de Binance. Binance, ils ont un article qui est sorti sur eux, sur le Wall Street Journal, qui parle en fait des risques liés aux sanctions que Binance pourrait avoir à cause de la Russie, et du fait que bien qu'il soit retiré de la Russie, il continue d'offrir certains services pour les citoyens russes, notamment le service pair à pair, peer-to-peer, où on peut envoyer de l'argent d'une banque à une autre. En fait, c'est plus, ils mettent en contact les Russes, et par exemple, vous avez un utilisateur qui a de l'argent sur son compte en banque russe, un autre utilisateur qui a de l'argent sur Binance, et ils peuvent s'envoyer l'argent, et Binance fait office d'arbitre, mais l'argent ne passe jamais de Binance, de l'utilisateur qui a une banque russe à Binance. Ça circule vraiment pas de cette manière. Mais Binance prend bien une commission, ils font de l'argent grâce à ça, et ils pourraient potentiellement être condamnés ou avoir des sanctions des États-Unis sur le sujet, à cause des sanctions qui ont été mises contre la Russie depuis la guerre en Ukraine. Binance dit, nous on n'a aucun lien avec une banque russe, mais voilà, je vous ai dit, pour moi c'est assez léger, et je pense que ça pourrait ne pas tenir face à la justice. Il y a aussi d'autres partenaires, ils ont quand même certains partenaires bancaires pour les Russes, mais c'est uniquement pour manipuler la monnaie russe, et pas pour acheter de l'euro ou acheter du dollar. Donc bon, affaire à suivre, ça pourrait vraiment compliquer les choses si le Department of Justice des États-Unis s'attaque à Binance. On sait, ça fait un certain temps qu'il y a des rumeurs qu'ils seraient en train d'essayer de lancer quelque chose contre eux, mais pour l'instant, il n'y a que la SEC et la CFTC, le Department of Justice n'a pas encore lancé d'action contre Binance, mais parmi les choses qui seraient en train d'investiguer, ça serait cet aspect de sanctions contre la Russie. Et ensuite, pour finir, on a Balancer, qui est un exchange majeur aussi, avec leur V2 Pools qui serait vulnérable. Il y a une vulnérabilité critique qui a été trouvée sur Balancer, donc attention aux fournisseurs de liquidités qui seraient à risque. Après, ils ont réussi à corriger ou mitiger la vulnérabilité sur 80% des pools, mais si vous êtes vraiment, si vous fournissez de la liquidité sur Balancer, soyez vigilants et retirez ou suivez les instructions qui sont fournies
par Balancer, parce qu'il y a clairement un risque, mais attention, voilà, je tiens à rassurer, il n'y a pas un pirate qui a réussi à exploiter la faille ou autre, c'est quelque chose que Balancer a fait de manière coordonnée, ils ont bien fait les choses et ça semble être un white hat, donc un chercheur en sécurité, on va dire éthique, qui a trouvé la vulnérabilité. C'est pas un hacker en fait. Donc plutôt bonne chose et espérons que sur les pools qui sont toujours impactés, il n'y ait pas d'exploitation de la vulnérabilité. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.